Le quatrième lieu, un balado réalisé par l'équipe du Square de la Grande Bibliothèque, où l'on discute avec des artistes numériques d'ici de leur parcours professionnel et où ils vous donneront des conseils pour vous inspirer, vous, les artistes de demain. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Léonie Daigneault-Leclerc. Léonie a étudié le design de mode au cégep, elle a fait un baccalauréat en commercialisation de la mode et elle a complété une maîtrise des arts dans le domaine de la mode durable. Elle a occupé plusieurs emplois dans ce milieu avant de démarrer Gaïa et Duboss, une entreprise québécoise qui crée des vêtements de manière éthique et responsable. L'entreprise a aussi comme mission de vouloir éduquer le consommateur grâce à une série de vidéos sur la mode durable. En 2019, Léonie a publié un livre particulièrement instructif qui s'intitule « Pour une garde-robe responsable ». Vous y trouverez de l'information sur l'impact écologique et social qu'a l'industrie de la mode, ainsi que des trucs et astuces pour vous habiller de manière éthique et responsable. Bonjour Léonie, comment vas-tu aujourd'hui? Allô, ça va super bien, toi aussi? Oui, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton passé? Dans le fond, de te présenter à notre auditoire. Oui, ben bon. Alors, je m'appelle Léonie. Je suis une maman entrepreneur. J'ai 28 ans. Puis, je suis la fondatrice et la designer de Gaïa et Duboss, qui est une marque de mode durable jusqu'à ce jour seulement pour femmes, plutôt pour hommes. On a notre lancement de ligne pour hommes, ouais. On a notre lancement de ligne pour hommes dans quelques semaines. Puis voilà, donc c'est une marque de mode durable. Donc on fait des vêtements et des accessoires qui sont entièrement faits de matériaux écologiques. Puis tout est fabriqué entièrement au Québec dans des conditions de travail éthiques. J'imagine que c'est un projet qui te rend particulièrement fière. Oui. Est-ce que tu peux nous décrire un peu qui était Léonie au secondaire? Oui, la Léonie du secondaire était tout aussi pétillante et enthousiaste et passionnée qu'aujourd'hui. Ce que j'ai toujours rêvé de dire, là, expliquer à quelqu'un en public, c'est que j'aime pas l'idée dans les films de la fille populaire méchante. Parce que j'étais tout le contraire. En fait, j'étais justement une fille très, très populaire tout au long de mon secondaire, mais vraiment une fille qui était aussi à l'écoute des autres, qui était très altruiste, qui parlait à tout le monde. Fait que voilà, fait que ça, j'ai toujours rêvé de dire ça. En quelque part, ça existe des gens populaires, mais pleins d'amour. Donc voilà. C'est vrai. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ton début professionnel dans le milieu de la mode? Oui, début professionnel, même en faisant mes études, je touchais à la mode, là, même au secondaire, là, avant d'arriver dans mes études en design de mode puis en mode. J'ai pris des cours de couture très jeune. J'ai commencé à 12 ans, je pense. Puis c'était vraiment des cours de patron et couture. Fait qu'on se faisait vraiment des vêtements sur mesure. Fait que j'ai vraiment baigné dans ce monde-là de la création de vêtements très, très tôt. Puis même après ça, vers la fin du secondaire, là, je faisais déjà des fois des contrats pour que ce soit ma belle-mère ou ma tante, là, mais je faisais vraiment des contrats de sur-mesure pour des clientes. Après ça, j'ai travaillé dans des boutiques de vêtements. Ça m'a aussi beaucoup appris, comme au niveau des fits, des préférences des madames dans les boutiques où je travaillais, puis tout ça. Fait que ça m'a quand même aidé à développer un peu pas mon image du marché, mais un peu d'avoir une meilleure vision globale de ce qui se fait, ce qui se fait pas, ce que les gens aiment, puis tout ça. Puis après ça, en fait, je me suis vraiment lancée en affaires par ma maîtrise. Donc, c'est quand je faisais mon mémoire de maîtrise, on pourra en reparler plus tard, là, mais c'est vraiment là que j'ai lancé mon entreprise. Donc, j'ai jamais occupé un poste vraiment plus formel en mode entre mes études puis mon entreprise. Là. Ça a vraiment été comme de l'un à l'autre tout de suite. Alors, si je comprends bien, ta fibre entrepreneuriale a commencé assez tôt. J'imagine que tu savais assez jeune où tu voulais t'en aller. Oui, tu sais, quand j'étais vraiment plus petite, je savais pas nécessairement que je voulais devenir designer de mode, mais tu sais, à 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, j'aimais ça me déguiser avec ma sœur. Là, on sortait toutes sortes de déguisements, puis on se faisait des outfits complètement fou. On dessinait tout le temps, ma sœur puis moi. On se faisait des magazines de mode puis tout ça. Puis ce qui est drôle, en fait, c'est que ma sœur aujourd'hui est psychiatre, donc elle est pas du tout dans le domaine. Mais les deux, on était vraiment comme, girly. On aimait les choses de filles, on aimait la mode, le dessin puis tout ça. Puis après ça, je me souviens, ma première journée en secondaire 1,
quand on devait se présenter devant la classe à nos nouveaux amis du secondaire, le prof, il demandait, présentez-vous, levez-vous, présentez-vous en disant votre nom, d'où vous venez, puis qu'est-ce que vous voulez faire plus tard. Puis je me souviens très bien, j'avais 12 ans, moi, quand j'ai commencé mon secondaire, même 11 ans, je pense. C'est tout ça? D'habitude, on commence à 12? Ouais, 12 ans, je pense. Ouais, OK. Fait que moi, j'avais 11 ans. 11-12 ans. Mais pour toi? Ouais, fait que j'étais comme... Ouais, c'est ça. Fait que moi, j'étais comme un an plus jeune. Puis vraiment, là, je me suis levée tout de suite. J'ai dit « Salut, moi, c'est Léonie. Je viens de Québec, puis je veux être designer de mode. » Aïe, aïe, wow! Ouais. Est-ce que tu avais déjà une préoccupation secondaire pour la mode durable? Ou c'est venu plus avec ta maîtrise lorsque tu as pensé, dans le fond, à fonder ton entreprise? En fait, au secondaire, puis même au cégep, je faisais de la compartimentalisation de mes valeurs et de mes passions. Donc, j'ai toujours été la fille super écolo, qui chicanait ses amis quand ils prenaient un sac de plastique à l'épicerie, que je prônais super le covoiturage, Amigo Express, blablabla. Mais dans ma tête, la mode pouvait pas être écologique parce que la mode écologique, c'était du patchwork puis du macramé puis c'était pas beau. Fait que je voulais même pas essayer d'allier les deux. Fait que ça, c'était comme ma vision au secondaire puis au cégep. C'était comme vraiment deux choses distinctes. Puis après ça, c'est à l'université, au bac, j'ai commencé à faire des projets de recherche sur l'impact environnemental puis social de la mode. Puis là, c'est là que j'ai eu une claque d'en face. Puis je me suis dit, OK, la mode, c'est pas une blague, là. C'est vraiment un énorme pollueur. Puis c'est vraiment une industrie qui a des conditions de travail inhumaines. Fait que là, c'est là que je me suis vraiment plus penchée sur la question. Puis après ça, dès que je suis arrivée à la maîtrise, je me suis dit, OK, moi, c'est ça que je veux faire comme projet de maîtrise, c'est trouver comment faire une collection de vêtements qui est entièrement écologique puis éthique. Peux-tu me parler un peu plus de ton parcours éducatif? Qu'est-ce que tu as fait un peu après le secondaire pour t'être rendu où est-ce que tu en es aujourd'hui? Hein? Ben, en fait, je veux juste faire une petite note que pour m'être rendue où je suis aujourd'hui, c'est pas le parcours qu'il faut faire. C'est pas comme si j'étais dans un ordre professionnel comme psychologue ou n'importe quoi, physiothérapeute, puis que c'était ça le parcours de A à Z qu'il faut faire. Moi, c'est vraiment le parcours que j'ai décidé d'emprunter parce que j'adore étudier. Là, je retournerai pas sur les bancs d'école aujourd'hui, mais j'adorais vraiment ça. Puis je voulais toujours en savoir plus. Puis c'était important pour moi d'avoir une éducation supérieure parce que j'aimais ça, tout simplement. Mais en mode, on a besoin de rien. Là. On pourrait sortir de secondaire 5 puis fonder une marque de vêtements. Je le recommande pas, mais c'est un parcours qui se fait. Donc, ce que j'ai fait, moi, dès que je suis sortie de secondaire 5, c'est que j'ai fait ma technique en design de mode. Moi, je l'ai faite à Québec, au campus Notre-Dame-de-Foix. Puis c'est vraiment là que je me suis spécialisée en mode féminine. Donc, à l'époque, on pouvait choisir entre mode féminine ou masculine. Là, je crois que c'est plus une option. Mais à l'époque, c'était ça. Ensuite, dès que j'ai fini ma technique, je suis déménagée à Montréal pour faire mon bac en, comment ça s'appelle? C'est gestion et design de la mode. Et moi, j'ai pris l'option commercialisation de la mode. Je pense qu'encore aujourd'hui, les noms ont changé. Je suis pas si vieille que ça, mais c'est que tout a changé depuis. Puis voilà. Puis après mon bac, ben, je suis déménagée à Toronto pour faire ma maîtrise. Ça s'appelle Master of Arts in Fashion et c'est à Ryerson University. Puis là, c'est là que je me suis vraiment spécialisée en mode durable. Donc, c'est pour ça que je dis que j'ai une maîtrise en mode durable, même si le programme, c'est vraiment la mode at large. C'était ton sujet de mémoire, j'imagine? C'est ça. Ben, c'était mon sujet de mémoire, puis c'était le sujet de tous mes projets de recherche, de tous mes cours, que ce soit un truc créatif ou vraiment recherche académique, c'était toujours orienté sur le développement durable. Tu viens de dire que quelqu'un qui sort du secondaire peut se partir une entreprise. J'imagine qu'avec les réseaux sociaux en 2020, c'est beaucoup plus faisable. Mais quels sont les avantages d'aller chercher des études supérieures dans le domaine? Ben, en fait, le plus utile, là, si on veut se partir vraiment une marque de vêtements, donc être un créateur de nouveaux produits, là, de vêtements, je pense que ça prend vraiment un background dans le design de mode. Sinon, c'est un peu comme se promener à l'aveugle dans un chemin qu'on connaît pas parce qu'il y a tellement de choses très pointues, spécifiques, puis hyper nichées, puis hyper spécialisées à savoir que sans ça, il faut vraiment être persévérant puis trouver comme
les bonnes équipes de personnes, que ce soit des sous-traitants ou des employés ou n'importe qui vont appuyer notre démarche, mais sans avoir nous-mêmes le bagage, je pense que c'est beaucoup plus difficile. Dans ce qui est création, là, dans ce qui est, que ce soit pour être patroniste ou pour se partir une marque de vêtements ou pour être en gestion de production, c'est parce que c'est tous des trucs tellement spécifiques, beaucoup plus que ce qui est commercialisation de la mode, donc marketing, communication, tout ça, ça peut s'apprendre un peu plus sur le tas, selon moi, que le volet de design de mode. Ouais, j'imagine. C'est quand même complexe un morceau de vêtement. On oublie souvent qu'il y a plusieurs étapes de production avant de designer un morceau, tu sais, comme un t-shirt. C'est pas si simple quand on y pense. Non, c'est ça, exact. Il y a beaucoup d'étapes, il y a beaucoup de choses à savoir pour que le produit ait du bon sens. Puis, tu sais, c'est même au niveau de l'approvisionnement, des calendriers de production, du contrôle de qualité, du fit, tu sais, de s'assurer que le vêtement a un bon fit. C'est ça, c'est énormément de composantes qui entrent toutes ensemble pour créer un produit. Tu sais, c'est pas juste je dessine un t-shirt sur un papier puis je redonne ça entre les mains d'un manufacturier magique puis je vais avoir une ligne de vêtements au bout. Là. Tu sais, il y a beaucoup plus d'étapes que ça. Là. Ouais. Quelles sont les compétences à développer pour quelqu'un qui veut se lancer dans le domaine? Bien, encore une fois, est-ce qu'on parle vraiment du métier de designer de mode en tant que travailleur autonome, donc vraiment de se lancer une marque? J'irais plus dans ce sens-là, oui. Ouais, je pense que, tu sais, oui, d'avoir un background en design de mode, ça aide énormément. Je peux même pas m'imaginer pas avoir ces connaissances-là puis m'être lancée en affaires. Là, ça aurait été encore plus dur. Mais, tu sais, outre ça, là, vraiment, les compétences, c'est d'être hyper organisé. Moi, je pensais que j'étais hyper organisée. Toute ma vie, je me suis fait dire que j'étais donc bien organisée puis je me pensais bien organisée. Et là, depuis cette année, je commence à travailler avec des gens. Tu sais, je fais rentrer des gens dans mon équipe. Donc, tu sais, il y a une fille qui m'aide avec, la gestion du service à la clientèle, les médias sociaux. J'ai une autre fille qui m'aide avec la gestion de production puis tout ça. Puis là, je me dis, hey my God, ça fait des années que je travaille tout croche. Parce que j'étais tout seul. Fait que moi, admettons qu'il manque de tel tissu, là. Mettons que j'ai plus de tel soie, j'ai besoin d'en recommander. Ben moi, je sais ça vient de quel fournisseur, puis je sais combien j'en ai commandé la dernière fois. Fait que je retourne dans mes courriels, puis je dis au fournisseur, hey, salut, je veux d'autres tissus. Mais c'est tout le genre de trucs qu'il faut vraiment bien documenter de A à Z pour que quand on commence à travailler avec d'autres gens, ce soit pas juste dans notre tête. Oui. Ce soit vraiment écrit sur papier, bien documenté avec des processus. Puis là, c'est juste un petit exemple là, que je te dis, mais c'est vraiment, tu sais, je me rends compte que malgré ma croyance que j'étais hyper organisée, mais je l'étais pas tant que ça. T'sais. Fait que ça, c'est vraiment être organisé, mais à un point là, dans le fond, ce que je donnerais comme conseil là, pour développer cet aspect-là, cette compétence-là dès le début, c'est de faire comme si on montait une entreprise qu'on allait vendre ou qu'on allait déléguer du jour au lendemain. Fait que c'est vraiment dire, là, admettons que demain, tu tombes en congé de maternité ou admettons que demain, tu fais un accident puis que tu peux plus du tout travailler sur ton entreprise. Comment tu peux donner le relais à quelqu'un? Fait que ça va obliger la personne qui se part en affaires à être hyper organisée, puis à tout documenter, puis à créer des processus. Après ça, ben, c'est d'avoir les reins solides. Je sais pas si c'est une compétence qui se développe, mais tu sais, c'est vraiment d'avoir confiance en ce qu'on fait, puis de tester le marché aussi, pour être sûr que ça a du bon sens. Des fois, on pense que nos idées sont bien bonnes, mais quand on arrive sur le marché, ben ça marche pas. Ça prend de la persévérance, dans le fond. Oui, c'est ça. Ben la persévérance, puis tu sais, les reins solides, c'est que je veux dire, aussi, c'est pas tout le monde qui a la capacité ou la personnalité d'un entrepreneur. Tu sais, ça prend vraiment une grosse prise de risque. Là. Il faut être capable d'assumer ça. Là. Moi, j'ai eu des années sans me verser de salaire. Là. Je commence à peine à me verser un salaire. Fait que, tu sais, est-ce qu'on a quelque chose sur qui compter, soit que ce soit une autre job qui nous amène un salaire ou on prend des petits contrats à la pige. Moi, ça a été un petit peu ça. J'ai fait des contrats à la pige. J'avais mon chum aussi qui m'aidait beaucoup, qui payait pour les dépenses courantes. Là. Fait que c'est ça, d'avoir les reins solides pour côté finance, puis gestion de risque, prise de risque.
Fait que c'est ça. Puis les autres compétences, ben je pense que c'est ça. At large, c'est être un bon leader, tu sais, bien l'idée des équipes, même si c'est pas des employés. Moi, j'ai pas encore aucune employée, même mon assistante là, qui travaille avec moi très proche, c'est encore une sous-traitante à la pige. Donc, c'est pas mon employé. Donc, c'est moins de responsabilité financière, si on veut. Mais tu sais, c'est d'avoir du leadership. Là, moi, je travaille avec une patroniste, un coupeur, une échantillonneuse, plusieurs manufacturiers au Québec, photographe, mannequin, maquilleur. J'ai un centre de distribution maintenant qui fait mes envois. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme sous-traitant? J'ai une équipe qui fait ma publicité. J'ai un programmeur avec qui on refait tout mon site web. Fait que tu sais, même si c'est pas des employés, c'est énormément d'activités, de tâches et de gens à gérer. Beaucoup de micromanagement. Ben oui et non, j'essaie de pas être justement micro, tu sais, j'essaie de leur laisser de leur laisser de l'autonomie, mais quand même en créant des processus puis des listes de tâches, puis des délais qui sont clairs. Ça aussi, j'apprends beaucoup de mes erreurs, là, à vraiment comme mieux communiquer mes attentes en ce qui a trait à la qualité, les délais, tout ça, vraiment pour que ce soit, qu'on soit sur la même page. Mais c'est ça, mais sans être un micro-manager, comme on appelle, là, ce qui peut être un peu comme péjoratif, là, c'est comme si j'étais tout le temps par-dessus leur épaule en train de vérifier ce qu'ils font. Non. Dans le fond, c'est ton entreprise, fait que j'imagine que tu as ton mot à dire un peu sur tous les aspects de celle-ci, là. Oui, j'ai mon mot à dire, mais je leur dirai pas comment le faire. En autant que le résultat final me plaise, tu sais, puis que ça ait du bon sens, puis que ça réponde à mes standards de qualité. Dans le fond, faire confiance à l'expertise des gens. Oui, c'est ça, ouais. Est-ce que tu peux me parler un peu plus de tes inspirations et tes valeurs qui t'ont propulsé dans le milieu de la mode? Ben mes valeurs, wow! Même un gros mot. Oui, c'est ça. Mes valeurs, tu sais, quand je pense à mon entreprise, c'est sûr que mes valeurs, c'est le respect de l'humanité puis de la planète. Ça, c'est sûr que c'était le motif sous-jacent de Gaïa et du boss. C'est ça les fondements. Mais après ça, mes valeurs aussi en tant que personne, moi, j'ai un petit garçon de 4 ans, j'ai un mari, puis j'ai aussi, je te l'annonce, Fred, un petit bébé dans mon bedon. Wow, ben bravo! Oui, merci. Fait que c'est ça. Fait que, tu sais, la famille, prendre le temps de vivre, tu sais, vraiment un aspect slow living que j'essaie d'intégrer dans ma vie, qui n'est pas toujours facile avec une famille puis une entreprise, là. Mais, tu sais, c'est très important pour moi de vivre. Tu sais, je suis pas du tout une workaholic, même si j'adore ce que je fais, puis je pourrais, tu sais, passer des heures et des heures et des heures par semaine puis par jour à travailler. Mais en même temps, je recherche quand même un bel équilibre puis je veux prendre soin de moi. C'est une priorité de prendre soin de moi. Puis quand je prends soin de moi, c'est là que je suis le plus dévouée pour ma famille puis pour mon entreprise. Fait que ça, c'est une de mes valeurs aussi qui est très importante, qui fait partie vraiment intrinsèque de mon mode de vie. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a inspiré ou qui t'ont influencé? Non, je pense pas qu'il y a quelque chose de vraiment spécifique. Tu sais, oui, il y avait autrefois, là, j'avais des designers que j'idolâtrais puis que, tu sais, qui m'ont inspiré là, pendant une passe. Là, j'aimais donc bien Yves Saint-Laurent. Mais tu sais, c'est pas nécessairement lui qui m'a donné le goût de me lancer en mode ou de me lancer en affaires. Tu sais, ça a comme toujours été vraiment une partie de moi. Ce qui m'inspire, c'est plus, tu sais, les vêtements. J'adore les vêtements. Je remarque toujours, tu sais, sur les gens, je le sais si leur vêtement est de qualité ou pas. Tu sais, je le vois le tissu, la qualité du tissu, là, comment il tombe. Tout ça, ça m'a toujours vraiment passionnée. Fait que, tu sais, même au niveau si on va plus en petite perspective, les inspirations pour mes créations, là, ce qui m'inspire, il n'y a rien en particulier. C'est vraiment comme, ce qui m'inspire, c'est quand je vois une belle femme dans la rue, quand je vois des belles coupes, le ma ligne pour homme aussi, tu sais, quand je vois des amis gars, là, qui ont donc bien une belle chemise puis elle tombe super bien, ben là, je vais dire, hey, wow, là, je vais commencer à taponner mon ami, là. Tu sais, c'est vraiment comme le quotidien, les vêtements, même des corps, des fois, qui, tu sais, comment ça tombe sur un corps. C'est plus ça qui m'inspire que les fleurs et les champs et la nature et la vie. Tu sais, c'est ça, ouais. Ouais, je peux comprendre. D'un point de vue artistique, c'est souvent plus l'humain en tant que tel. C'est pas la personne, c'est plus, que ça soit un homme ou une femme, c'est vraiment plus l'être humain en général qui est inspirant, je trouve. Les gens, ils dégagent souvent du charisme, puis c'est ça qui nous inspire.
c'est ça, exact. Mais aussi, c'est dans mon processus créatif, si on veut, tu sais, ce que je veux créer comme vêtements, c'est des beaux vêtements classiques qui tombent bien, qui sont de qualité, qui sont élégants, tu sais, qui sont simples. Fait que je suis pas dans l'espèce de haute couture super fancy qui tombe complètement loufoque, tu sais, qui est super original avec plein de détails, tu sais, c'est pas du tout ça. Fait que c'est pour ça que je m'inspire du quotidien, tu sais, je m'inspire du confort, de l'élégance. Fait que c'est pas des inspirations super artistiques puis funky, c'est vraiment très terre à terre, mais en même temps, c'est ça que les gens veulent, puis c'est ça que les gens portent, puis c'est ça que j'aime aussi. Est-ce que parle un peu plus de ta ligne. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus c'est quoi la mode durable et la différence entre fast fashion et slow fashion? Aujourd'hui, dans notre monde, on est surtout dans le fast fashion. Alors, est-ce que tu peux nous décrire un peu plus ce qu'il y en est? Oui. Bon. Ben pour faire une histoire courte, là, le fast fashion, c'est un peu comme le fast food. Donc, c'est vraiment des vêtements qui sont bas de gamme, donc vraiment de piètre qualité et qui sont fabriqués à un rythme effréné. C'est des cycles de tendance qui sont très, très rapides. Donc, tu sais, les marques de fast fashion vont produire des quantités faramineuses de vêtements super cheap, donc vraiment de basse qualité, en très peu de temps. Ils les vendent pour très peu cher, donc c'est pour ça que les consommateurs adhèrent autant à ça, c'est que c'est des vêtements super trendy, qui sont pas chers, mais le coût derrière ça, le coût humain, le coût animal, le coût environnemental, ça s'explique même pas. Si on paye un t-shirt 10$, peut-être que le coût monétaire que nous, on paye avec notre argent, là, est 10$, mais le coût de toutes les répercussions que ça a sur la planète puis sur l'humanité, ça se compare même pas. Fait que ça, c'est le fast fashion. Donc, clairement, Gaïa et Dubois, ce n'est pas du fast fashion, c'est du slow fashion. Donc, à l'encontre de ça, le slow fashion, c'est des vêtements qui sont de qualité, qui sont beaucoup plus classiques, donc un peu plus intemporels. J'aime pas beaucoup utiliser le mot intemporel parce que c'est jamais vrai pour des vêtements. Sinon, on porterait encore les souliers pointus du médiéval, de l'époque médiévale, puis les perruques blanches. Bon, fait que ça existe pas, là, ce qui est intemporel vraiment, mais tu sais, on peut aller chercher des choses qui sont beaucoup plus classiques et basiques. Puis c'est des vêtements qui sont de grande qualité. Puis on va vraiment plutôt dans la qualité et plutôt que la quantité. Et on y va aussi quand on achète un vêtement, on y va beaucoup plus dans l'émotion, dans l'amour. Donc est-ce qu'on aime vraiment ce vêtement-là? Est-ce qu'on a bien réfléchi à est-ce que je vais le porter? Est-ce que j'ai des choses avec quoi le porter? Est-ce que j'ai des occasions durant lesquelles le porter? Donc c'est vraiment comme une approche beaucoup plus réfléchie à la consommation de vêtements comparativement au fast fashion. Oui, c'est des vêtements qui vont coûter plus cher souvent, mais même là, tu sais, le slow fashion, ça peut quasiment être dans l'approche de consommation. Fait que, par exemple, on pourrait quasiment acheter un vêtement fast fashion, mais avec une approche un peu plus slow fashion. Je sais pas si ça fait du sens, ce que je dis. Dans le fond, c'est d'avoir des vêtements qui sont peut-être pas à la mode du jour, mais qui vont peut-être plus rester dans le temps. Exact. Puis aussi quelque chose qui nous correspond vraiment beaucoup. Tu sais, quelque chose qui colle parfaitement à notre personnalité puis à notre style. Ben oui, peut-être qu'on l'a acheté chez un géant de la mode rapide, mais peut-être qu'on va le garder 10 ans. Tu sais, si on en prend soin, puis qui est quand même, des fois, il y en a des vêtements qui sont pas si cheap, là, de si mauvaise qualité. C'est de plus en plus difficile à trouver, là. Vraiment, j'ai souvent des discussions avec mes amis qui disent que ça n'a pas de bon sens, là. Tout ce qu'ils achètent aujourd'hui, ça brise comme ça, versus ce qu'on achetait il y a à peine 10 ans. Là. Il y a pas longtemps, 10 ans. Ce qu'on achetait il y a 10 ans, ça dure plus, tu sais. Moi, j'en ai encore des vêtements de quand j'avais à peu près 18 ans puis que j'achetais chez H&M puis chez Zara. J'en ai qui sont restés beaux. J'en ai moi aussi du linge, ça fait plus que 10 ans que j'ai. C'est encore beau. Hein. C'est ça. Mais aujourd'hui, c'est de plus en plus bas de gamme. Ou faut que tu débourses un bon montant. Oui, c'est ça. Ouais, exact. Ah, puis je me rappelle que dans ta question aussi, tu avais l'aspect mode durable.
Mais le mode durable, ça vient vraiment s'inscrire dans le slow fashion, mais ça va encore au-delà de ça. Donc, pas juste au niveau du style classique, puis de la qualité, puis de la consommation plus lente. C'est vraiment une optique de développement durable. Donc, est-ce que le tissu est fait avec des matériaux écologiques? Est-ce qu'il est fait dans des conditions de travail éthiques? Est-ce qu'il est fait dans le respect des animaux? Est-ce qu'il amène assez de profit à la marque pour qu'elle puisse perdurer, engager plus de gens qui vont travailler dans des conditions de travail éthiques, faire avancer la recherche au niveau des matériaux écologiques, tout ça. Donc vraiment, c'est les 3 piliers principaux du développement durable et ça s'inscrit aussi dans la mode durable. Donc, c'est People, Profit and Planet. Donc, les gens, les profits, puis la planète. Donc vraiment, c'est les 3 piliers qu'il faut aller regarder pour que ce soit vraiment du développement durable. En parlant de ces 3 piliers, aurais-tu une solution à proposer à l'industrie pour qu'elle s'en aille dans une direction un peu plus durable? Bien, une solution, oui, j'en aurais à suggérer à tout le monde, que ce soit aux consommateurs, aux marques, aux manufacturiers, c'est faites donc bien les affaires. Les consommateurs, ce serait de leur dire arrêtez d'encourager ces magasins-là, tout simplement. Mais tu sais, avant que le message se rende, puis que le message se rende, oui, dans les oreilles, mais qu'il se rende dans le cœur et dans le cerveau, c'est pas la même chose. C'est qu'on voit vraiment un changement de comportement s'opérer, là, c'est autre chose. Ce que je dirais aux marques de fast fashion, ben c'est arrêtez, ralentissez vos rythmes de production, testez vos marchés avant de sortir des collections à non plus finir, puis qu'après ça, tout se retrouve au dépotoir ou à l'incinérateur parce que rien ne se vend, parce que vous en avez trop produit puis que ça marche pas sur le marché. Optez pour des matériaux écologiques, optez pour une production locale, optez pour une production éthique. Donc, tout ça, je leur dirais aux marques. Puis aux manufacturiers, je leur dirais aussi... Si vous versez un bon salaire en tant que chef d'entreprise, pourquoi vous ne versez pas un bon salaire à vos employés? Pourquoi vous ne leur permettez pas de faire des syndicats? C'est parce que ça les aiderait pas mal. Puis bon, voilà, c'est ça. Donc oui, j'aurais plein de solutions pour tout le monde. Super. Ouais. Pourrais-tu nous décrire de façon générale le procédé de fabrication des vêtements dans l'industrie du fast fashion? Oui. My God. Ben, le processus, c'est parce que je veux dire, le processus n'est pas nécessairement différent pour une marque de mode rapide ou de mode lente. Est-ce que tu voulais vraiment que je mette l'accent sur... Ben, pour quelqu'un qui ne sait pas comment est-ce qu'un morceau de vêtement est créé, est-ce que tu peux nous expliquer les étapes avant qu'il arrive à un magasin? Il est passé... Ça part de où et ça s'en va où avant que ça arrive dans nos mains? OK. Mais ça va être aussi valide pour une marque. Oui, j'imagine. Bien, il peut y avoir certaines composantes qui vont changer, mais par exemple, un vêtement, il faut commencer par l'imaginer. Fait qu'il y a un designer qui va le dessiner, que ça peut être juste un petit sketch, un croquis, qui après ça peut être passé à l'équipe de design un peu plus technique. Donc là, ils vont faire ce qu'on appelle un géométral. Donc, c'est un dessin très technique du vêtement. C'est un dessin à plat qui est fait à l'ordinateur puis qui peut avoir beaucoup de détails de confection dessus. Fait qu'on va faire des petites flèches avec, l'encolure est finie avec telle affaire, le vêtement est assemblé avec tel type de finition, blablabla. Ensuite, on va donner ça à l'équipe de patrons. Donc, il y a la patroniste qui va dessiner le patron de ce vêtement-là. Puis là, ensuite, avec le premier patron qu'on a fait, on va faire une série d'échantillons. Donc, les échantillons, c'est comme un premier test de vêtement. Parfois, même, ça s'appelle un prototype. Là, quand on est comme vraiment pas sûr si ça va marcher ou pas, ça peut s'appeler un prototype. Donc, c'est vraiment comme un premier test. Donc là, ça peut être fait in-house, là, vraiment dans c'est ça dépend de l'organisation des entreprises. Ce que je dis, là, les équipes, là, moi, c'est pas nécessairement des équipes, là, c'est plus une personne. Oui, je comprends. Une personne à chaque poste, là, mais c'est vraiment les étapes. Donc, après ça, il y a un échantillon qui va être fait. Ça peut être un échantillon de une taille ou ça peut être un échantillon dans toutes les tailles. Puis là, on vient vraiment faire un fitting sur des corps humains ou des fois, c'est sur des mannequins, des dummies, là, mais c'est mieux de le faire sur des humains. Puis là, on vient voir si le vêtement fait bien, tombe bien, s'il y a des ajustements à faire, des modifications, la robe est trop longue, est trop courte, est trop grande, on va rajouter une petite pince ici pour serrer, tout ça. Donc là, ensuite, ce qui est important, une fois qu'on a décidé des modifications, c'est de retourner dans le patron puis de faire les modifications. Le patron aussi n'est pas juste créé comme une fois, il est aussi gradé. Donc, une fois qu'on a la taille de base,
Mettons que le small, c'est la taille de base pour la marque. Mais ensuite, elle va le grader. Donc, elle va le grader par en bas. Donc, X small ou XX small s'il y a lieu. Puis par en haut. Donc, médium, X large, médium, large, X large, XX large. Puis tout ça dépendant de la charte de grandeur de la compagnie. Donc ensuite, une fois que les échantillons sont finaux, là, ensuite, on peut refaire beaucoup de séries de back and forth entre le patron puis l'échantillon pour vraiment en arriver à un produit final. Puis là, ensuite, bon, le photoshoot s'en vient en quelque part au courant de soit l'échantillon est final ou presque final, ou ça peut être même après la production de vêtements. Ça dépend comment les entreprises fonctionnent. Mais bref, ensuite, on s'en va vraiment en production de vêtements. Donc là, c'est au manufacturier, on envoie le tech pack. Donc, ça comprend le géométral dont j'ai parlé au début, avec toutes les informations de production hyper spécifiques pour que le manufacturier sache exactement comment assembler le vêtement, quelle finition, quelle largeur, combien replier l'ourlet, tout ça. Combien de boutons ça prend, puis combien de boutons ça prend sur le X small, c'est pas le même nombre de combien de boutons ça prend sur le X large. Fait que tout ça, c'est des détails à penser au niveau de la gestion de production puis de l'approvisionnement des matières. D'ailleurs, petite parenthèse, là, j'ai pas parlé de l'approvisionnement des matières, mais c'est sûr que ça s'inscrit en quelque part dans ces étapes-là. Il faut trouver les matériaux, que ce soit au début quand on pense aux vêtements puis qu'on fait un petit croquis, on peut déjà commencer à commander des petits swatchs de tissus auprès des fournisseurs. Ça peut être un petit peu plus tard là, quand on a vraiment le patron, mais là on cherche le tissu. Ça peut être des tissus qu'on a déjà, puis on fait des nouveaux tests de vêtements avec. C'est ça. Ça prend pas juste du tissu, hein. Ça prend des fois du fil, des zips, des boutons, des étiquettes, tout ce dont on a besoin pour finir le vêtement. Donc voilà, une fois que le tech pack, je reviens de ma parenthèse, une fois que le tech pack, donc avec toutes les informations de production sont prêts, que les échantillons finaux sont prêts, que les patrons finaux sont prêts, là on envoie ça en production. Donc en production, souvent, ce qu'ils vont faire pour la coupe, c'est des matelas. C'est pour accélérer le processus de taillage des vêtements. Donc, c'est des grands étendoirs à tissu. Donc, ils mettent le rouleau de tissu sur un étendoir de tissu, là, sur une grande table de coupe. Puis là, ils viennent faire des matelas. Donc, ça peut être entre 5 et, je sais pas, là, des dizaines et des dizaines d'épaisseurs de tissu. Puis, on vient déposer le patron par-dessus, puis on vient couper directement là-dedans. Puis ensuite, ça s'en va en production. Puis la production, là, l'autre jour, j'avais cette conversation-là avec des amis. Ils pensaient que c'était un peu comme une chaîne de montage de voitures. Il y avait des humains pour superviser, mais tout était robotisé. Mais non, les vêtements, c'est pas du tout comme ça. C'est vraiment tout humain, chaque étape. Il y a quelques petites étapes qui commencent à être robotisées, comme la coupe. Il existe des machines qui font la coupe, mais c'est des gros investissements. Ici, au Québec, il n'y en a pas encore beaucoup. Il peut y avoir aussi des machines qui vont venir, admettons, pour des cols de chemise. Là, des cols de chemise, c'est une petite pièce, fait que ça bouge pas trop. Fait qu'il peut y avoir des machines qui vont venir faire la surpiqûre tout le tour du col. Fait que ça prend quelques secondes. Il y a quelqu'un, pareil, qui met chaque col dans la machine. Mais sinon, vraiment, chaque couture qu'on voit sur un vêtement, c'est un humain qui l'a fait. Chaque couture. Fait que, tu sais, on peut rentrer dans une manufacture, là, puis voir, là, des centaines et des centaines d'ouvriers qui ils coudent les vêtements puis ils font à la chaîne, tu sais, fait qu'ils ont vraiment chacun une étape du vêtement qui est décortiquée pour aller plus vite. Puis tu sais, là, je parle de des grosses manufactures. Moi, les manufacturiers avec qui je fais affaire sont plus 10, 20, 30, 40 employés. Fait que c'est des plus petites chaînes de production. Mais voilà. Puis après la production, on a le pressage et le contrôle de qualité. Donc, on vient vraiment tout bien repasser chaque vêtement, écarter les coutures, écraser les ourlets, s'assurer qu'il n'y ait pas de faux plis puis tout ça. Ensuite, il y a quelqu'un qui va faire le contrôle de qualité, voir que tout est beau, couper les petits fils qui restent. Puis ensuite, on emballe et on ship au client. Tadam! Aïe, c'était une grosse étape, ça. Oui. Après ça, faut que tu le mettes dans tes magasins. Alors, il y a d'autres personnes qui travaillent. Ouf. C'est ça. Ben, dépendant des modes de distribution, là, nous, on fait juste la vente directe, fait que ça s'en va directement à notre centre de distribution. Puis c'est emballé dans des emballages écologiques, bien sûr, mais vraiment à l'unité, puis c'est envoyé à la cliente qui le commande. On vient de parler de toutes les étapes de production de la création d'un morceau de vêtement. Nous autres, ici, au Fab Lab, on a une machine à coudre, une surjeteuse, une brodeuse, puis plein d'autres équipements.
Est-ce que tu penses que les Fab Labs auraient une place dans le slow fashion, justement? Parce que nous, on incite les gens à venir réparer ou modifier ou même créer à partir de zéro leurs propres morceaux. Alors, quelle place que tu vois les Fab Labs dans cet écosystème? Ben oui, ouais, ça c'est sûr, exact. Comme tu dis, juste dans une optique de réparation de vêtements, d'avoir facilement accès à des équipements sans devoir les acheter. C'est fou, là, pour quelqu'un qui veut apprendre les bases de la réparation. By the way, sur notre site aussi, Gaïa du Boss, on offre des cours de couture qui sont vraiment pour les débutants, pour apprendre à réparer ses vêtements. Fait que, je pense que c'est un beau complément, justement. Ils vont chez vous pour avoir accès aux machines. D'ailleurs, il y a aussi des cours de réparation à la main là, sur notre site, mais quelqu'un qui veut avoir accès facilement à des machines à coudre pour réparer ses vêtements, c'est la solution numéro 1 pour prolonger la durée de vie d'un vêtement pour pas qu'il atterrisse au dépotoir. C'est ça, c'est de le réparer. Fait que ça, clairement. Puis aussi, quelqu'un qui est en contact étroit avec la création de ses propres vêtements, clairement, c'est du slow fashion fois 1000. Là. C'est une fierté. Oui. Dans le fond, c'est de venir chercher un côté un peu plus émotionnel au morceau de vêtement que tu crées, dans le fond. Fait comme si tu vas vouloir le porter plus longtemps. Puis c'est là que ça devient du slow fashion. Oui, exact. C'est ça. La personne va tellement créer un sentiment de proximité avec sa pièce de vêtement que clairement, elle va pas le foutre aux poubelles ou le donner après, aller le porter dans un gros sac à un organisme de charité que ça va finalement se retrouver aux poubelles aussi. Là. On peut en parler. On peut en parler de ça, là, les dons aux organismes de charité. Mais clairement, la personne va vraiment prendre soin. Elle va le garder longtemps. Elle va peut-être le laver à la main, le laver pas trop longtemps. Fait que vraiment, ça aussi, c'est comme une espèce d'engrenage qui est comme commencé par la création de vêtements, mais après ça, c'est comme effet boule de neige sur la durée de vie du vêtement, tu sais. Fait que oui, clairement, ça s'inscrit parfaitement dans une optique de mode durable, ouais. Je suis un ou une ado qui aime la mode et je n'ai pas beaucoup d'argent. Comment puis-je m'habiller responsablement et avec style? Aurais-tu des conseils à offrir à un jeune qui voudrait, dans le fond, se lancer dans la mode durable, mais par où qu'il commence? Ben, par où que tu peux commencer, mon cher, c'est de réduire ta consommation. Donc ça, le portefeuille et la planète en sont très contents. Fait que, tu sais, est-ce que vraiment tu as besoin de nouveaux vêtements? Est-ce que vraiment tu as besoin de tout ça? Donc ça, c'est la première question à se poser. T'sais, quand on achète un vêtement, peu importe il vient d'où, c'est quoi son impact environnemental, c'est est-ce que j'en ai besoin, est-ce que je le veux, puis est-ce que il correspond vraiment à ce dont j'ai besoin puis ce que j'aime. Fait que ça, c'est la première question. Deuxième question, petit budget, ben c'est les friperies. Ça, je suis sûre qu'il y a plein d'ados, justement, qui le savent et qui adoptent ce mode de consommation-là. Moi, avant, j'allais tout le temps dans les friperies. Maintenant, beaucoup moins, juste parce que j'achète quasiment plus de vêtements. Je me vêtis de Gaïa du Boss presque au complet. Mais avant, j'étais tout le temps dans les friperies. Là, je m'achetais des beaux bérets, des belles ceintures vintage, des sacs à main, puis tout ça avec juste des accessoires qui étaient vraiment beaux puis vraiment de qualité parce qu'ils étaient vintage. Ils venaient d'une époque où la qualité était prônée. Puis je payais petit prix, tout petit prix. Fait que ça, c'est vraiment la meilleure option pour réduire son empreinte écologique et sociale sans casser son cochon, t'sais. Ah, il y a une petite idée qui aime passer. Tu magasines ton vêtement dans une friperie, mais peut-être qu'il te fait pas. Alors, peut-être c'est le morceau de tissu, dans le fond, la couleur qui t'intéresse, mais la coupe n'est pas bonne. Alors, tu prends ton morceau, tu l'amènes dans un Fab Lab où tu vas voir les tutoriels en ligne, les vidéos pour l'ajuster. Puis là, tu vas au Fab Lab pour utiliser les machines. Alors, je pense qu'il y a là l'écosystème. Oui, vraiment. Puis dans les friperies, là, des fois, il y a tellement c'est ça, comme tu dis, là, des beaux matériaux où il y a une broderie incroyable sur un truc, mais que, le vêtement, la coupe n'a pas de bon sens. Là, les épaules sont larges de 6 mètres, puis, où c'est vraiment trop grand, mettons, ben là, il y a plein de merveilles à faire avec ça. Là. Fait que oui, clairement, dans les friperies, on peut même modifier les choses quand même facilement quand on sait comment le faire. Là. J'imagine aussi que tu te sens moins mal si tu manques ta shot. Ça coûte moins cher. C'est ça.
C'est ça, tu sais, si t'achètes une robe à 500$ chez Old Friend Frou, puis que là, tu dis, elle est trop grande, je vais la rapetisser, mais pas sûr. Ouais. J'ai une petite section ici qui s'appelle les questions du public. OK. Alors, première question. Quels sont les textiles considérés les plus écologiques et pourquoi? Pourquoi? OK, oui, ben j'en ai plusieurs. On va faire genre un top 5, ça te va? Oui. OK, alors, je vais y aller avec le plus facile à trouver puis le plus mainstream. C'est du coton biologique. Idéalement, du coton qui est certifié biologique. Donc, il existe plusieurs certifications biologiques qui sont super crédibles. Moi, presque tous mes tissus qui sont en coton bio sont certifiés GOTS, donc Global Organic Textile Standard. Donc, ça assure vraiment que le coton a vraiment été cultivé sans aucun pesticide, aucun herbicide, aucun engrais chimique. Il n'y a pas de produits chimiques non plus qui est utilisé pour le nettoyer, le lavage du coton, pour la teinture, tout ça. Donc vraiment, c'est bio de A à Z. Donc c'est bon pour la planète et c'est bon pour notre peau aussi parce que, tu sais, veut pas, quand on porte du coton qui est pas biologique, il a été en contact avec énormément de produits toxiques. Fait que voilà. Puis en plus, le coton biologique, ça prend beaucoup moins d'eau pour pousser. Parce que, en fait, pas pour pousser, en fait, c'est que le coton traditionnel, à cause de toutes les cochonneries qu'ils mettent sur les plants de coton, ils ont besoin d'encore plus d'eau pour irriguer les champs. Fait que voilà, fait que ça prend moins d'eau, le coton bio. Ensuite, un autre qui s'en vient quand même pendant le mainstream, c'est le polyester recyclé. Donc, on entend souvent des tissus faits avec des bouteilles de plastique recyclées. Donc, du polyester recyclé, c'est pas nécessairement fait avec des bouteilles de plastique recyclées. Ça peut être avec des vêtements qui étaient en polyester qui ont été retransformés. Ça peut être avec n'importe quel déchet de plastique. Voilà. Ça aussi, c'est vraiment, vraiment, vraiment moins énergivore et moins polluant que le polyester neuf. Donc, comment qu'on fait ça? En fait, là, juste pour faire un petit résumé, parce que les gens me disent des bouteilles de plastique qui se transforment en tissu. Voyons donc comment ça se peut. Fait qu'en fait, du polyester, comment c'est fait quand c'est neuf? C'est qu'on puise du pétrole, on extrait du pétrole, puis ensuite, on transforme le pétrole en tissu. Donc, on vient créer des filaments, puis on vient tisser ou tricoter des étoffes. Donc, comment on en fait du recyclé? C'est qu'on prend, par exemple, des vêtements en polyester et on les fond, ou on prend des bouteilles de plastique et on les fond, donc on les fait fondre, et ensuite, on vient faire les filaments pour venir tisser ou tricoter. Donc, c'est vraiment comme un résumé rapide là, de comment on fait, mais voilà. Donc, ensuite, ce que j'aime beaucoup comme matériaux, qui sont à la fois écologiques et éthiques, c'est de la laine et ou de la soie biologique et éthique. Aussi idéalement certifié. Donc, qu'elle soit bio, ben, c'est la même chose que pour le coton, c'est qu'il n'y a aucun produit chimique qui entre en compte. Puis qu'il soit éthique en plus, c'est que ça vient respecter la vie des animaux. Donc, les vers à soie puis les moutons sont bien traités. La soie, souvent, la soie traditionnelle, les vers, ils sont tués pour pouvoir prendre la soie. Mais la soie éthique, ben, ils laissent les vers à soie percer leur cocon, sortir de leur cocon naturellement. Voilà, si vous êtes vegan, ben ça c'est pas une option pour vous, mais ça peut quand même être une bonne option au niveau éthique puis environnemental. Sinon, ce qui est très bien, c'est le lin. Puis le lin, ça comprend aussi, dans la même famille, là, il y a le chanvre et l'aramie, ça va tout dans la même famille. C'est des plantes qui poussent très vite dans des climats qui sont plutôt arides, fait qu'on n'a vraiment pas besoin de beaucoup d'eau, beaucoup de chaleur, beaucoup de soleil ou d'énergie non naturelle là, pour les faire pousser. Là, par exemple, dans des serres, là, on n'a pas besoin de ça. Pas besoin non plus de pesticides pour que ça pousse. Ben, il y en a qui en utilisent pareil, là, mais c'est vraiment une plante qui pousse bien facilement. Puis en plus, c'est des plantes qui viennent enlever la toxicité des sols. Donc, par exemple, s'il y a un sol contaminé, on peut planter ces plantes-là dessus, puis ça va enlever la toxicité dans les sols. Puis, dernière fibre qui est hyper écologique, c'est le lyocell, qui est la même chose que le tencel. Le tencel, c'est l'appellation déposée, mais c'est vraiment le même procédé de fabrication. Mais en plus, le tencel garantit que que la pulpe de bois avec lequel le tissu est fait, vient de forêts protégées. Donc, c'est vraiment pas des arbres, des coupes à blanc, puis tout ça, c'est vraiment des forêts protégées pour le tencel. Mais les deux, le lyocell et le tencel, c'est des fibres
qui sont faites à partir de pulpe de bois, souvent d'eucalyptus, des fois de bambou. Puis c'est vraiment écologique parce que c'est fait en boucle fermée. Donc, ils réutilisent quasiment à l'infini les solvants, puis l'eau, puis l'énergie qui est requise pour la fabrication. Puis ça émet très peu de gaz carbonique, pas besoin de les blanchir parce que c'est déjà blanc, donc pas besoin d'utiliser d'eau de javel ou des choses comme ça pour venir les blanchir avant d'éteindre. Pas besoin de beaucoup de teinture parce que ça se teint super bien, tout ça. Donc c'est vraiment comme des fibres merveilleuses. À faire attention, j'ai nommé le bambou, mais le bambou, souvent, c'est de la viscose de bambou. Donc vraiment, quand c'est du bambou, quand il est juste marqué bambou, il faut se poser des questions. Quand il est marqué viscose de bambou, c'est polluant. Quand il est marqué tencel ou lyocell de bambou, c'est bien. Résumé vite. J'ai une petite question personnelle. Dans le fond, les compagnies aujourd'hui placardent assez souvent le mot biologique un peu partout. Alors, est-ce qu'il y a une certification ou est-ce qu'il y a un sigle qu'on retrouve, qu'on peut s'assurer dans le fond que ça soit vraiment dans le fond une source qui est écologique et organique? Est-ce qu'il y a un codage? Oui, ben en fait, tu sais, par exemple, moi, c'est pas mes vêtements qui sont certifiés biologiques, c'est le tissu qui est certifié biologique. Donc, c'est pas Gaïa et Dubosc qui a la certification, c'est mon fournisseur de tissu. Donc, moi, quand j'achète mes tissus auprès de mes fournisseurs puis qu'ils me disent qu'il est certifié, je demande toujours de voir le certificat de certification. Puis là, je suis vraiment capable d'aller prouver, oui, il y a un numéro, puis je peux aller vérifier avec l'organisme de certification. Fait que ça, oui, clairement, on peut le vérifier. S'il est juste marqué bio puis qu'il n'y a pas de certification, ben ça veut pas dire à 100% qu'il l'est pas, mais c'est juste qu'il n'y a pas moyen de vérifier. Est-ce que le consommateur peut lui vérifier lui-même, dans le fond, ça, ou il faut qu'il fasse confiance à la marque? Il faut qu'il fasse confiance à la marque. Il y a pas, surtout s'il n'y a pas de certification, il n'y a pas de moyen de vérifier, là. La marque pourrait juste l'inventer puis mettre ça sur son étiquette pour que ça fasse beau. S'il y a une certification, oui, tu sais, le consommateur pourrait demander plus d'informations. Puis à ce moment-là, la marque serait censée pouvoir le prouver. Parce que moi, je me suis jamais fait demander parce que je pense que les clientes savent que c'est vraiment dans mes valeurs, là. Mais s'il y avait une cliente qui me disait, mais moi, Léonie, je veux voir la certification de ça, je serais capable de le prouver, tu sais. Ouais. La deuxième question, c'est: quel serait le plus grand défi qui attend un jeune souhaitant se lancer en design de mode? Dans le design de mode, en design de mode ou en affaires, se lancer en tant qu'entrepreneur? Quelqu'un qui voudrait se lancer en affaires en design de mode. Bon, alors pour quelqu'un qui se lance en affaires en design de mode, le plus gros défi, c'est clairement les liquidités. Donc, de faire des ventes. Parce que liquidité, liquidité, c'est l'argent qui est disponible. Il y en a beaucoup qui sort parce que c'est des lourdes dépenses pour se partir d'une ligne de vêtements. C'est pas des petits 3000 $. Là. C'est plusieurs dizaines de milliers de dollars pour pouvoir au moins bâtir une collection avec un petit inventaire. Là. Autant au niveau de l'approvisionnement des matériaux que de fabriquer payer un manufacturier pour le faire, recherche et développement, tout ça. Fait que c'est de réussir à faire des ventes rapidement. Puis moi, ça a été mon enjeu pendant vraiment longtemps. Puis ce que je pourrais donner comme conseil, c'est de lancer un produit qu'on est sûr qu'il va fonctionner. Donc, quelque chose de hyper basique, qu'on le sait que les gens portent et veulent. On le lance rapidement dans notre processus de lancement d'affaires. Donc, même si on n'a pas tous les détails, toutes les réponses à nos questions, que toutes nos plateformes marketing puis réseaux sociaux sont donc bien parfaites puis tout est parfait, avant tout ça, on lance un produit, on teste le marché, on se fait connaître, on attire des clients parce qu'après ça, quand on va relancer d'autres choses, nos clients existants vont avoir beaucoup plus tendance à racheter. Puis, on fait des rentrées d'argent pendant ce temps-là. Oui, parce que ça a été vraiment comme mon erreur au début, c'est de lancer une collection de, je sais pas, peut-être 15 styles différents, ce qui était beaucoup trop, avec, oui, quelques basics, mais beaucoup de pièces, tu sais, beaucoup trop haut de gamme, puis beaucoup trop recherchées, que, tu sais, j'en ai quasiment pas vendu, là. Ouais. Troisième question.
vers quel métier moins connu le design de mode peut-il t'amener au Québec? Alors, si je vais faire mes études au cégep en commercialisation de mode ou en design de mode, quel travail que je peux faire qui n'est pas être designer de mode? Ben, en design de mode, je vais dire comme les deux séparément parce que c'est vraiment séparé qu'est-ce qu'on peut faire comme métier. En design de mode, bon, on peut être, oui, designer de mode, on peut être chef de produit, donc ça va être vraiment comme de gérer la production, gérer les inventaires, tout ça. On peut être patroniste, on peut être technicien en design de mode, fait que ça va vraiment pas être quelqu'un qui crée des nouveaux styles, mais ça va être quelqu'un qui fait les tech packs puis les géométros dont j'ai parlé plus tôt, donc les dessins plus techniques des vêtements. On peut être échantillonneur, donc ça va être comme une couturière, mais qui fait pas de la production. Elle fait vraiment juste les échantillons, donc comme les tests de vêtements. On peut être couturière, mais c'est pas la meilleure formation pour ça. Idéalement, tu devrais vraiment faire une formation en confection. Qu'est-ce qu'on peut être d'autre? Patroniste, je l'ai dit. On pourrait être, justement, en ce moment, je me cherche quelqu'un pour la gestion de production. Donc, on peut être gestionnaire de production. Donc, ça va vraiment être quelqu'un qui gère, tu sais, tous les calendriers d'approvisionnement, de production, de fit, tout ça. Tu sais, qui gère tout ça, qui chapeaute toutes les opérations dont on a besoin pour arriver, tu sais, de A à Z à un vêtement fini. Ouais, ça fait pas mal le tour de ce qui me vient en tête pour design de mode. Commercialisation de la mode, ce qu'on pense souvent, c'est acheteur. Il y a beaucoup de gens qui s'en vont là-dedans pour devenir acheteur. Fait qu'acheteur, ça va être, admettons, travailler pour Simons ou Sport Expert. Puis c'est vraiment c'est toi qui vas visiter les marques dans les trade shows ou dans leur au bureau des marques, puis qui va vraiment décider quelle marque tu commandes, quelle ligne tu commandes, combien, tout ça, vraiment le breakdown. C'est beaucoup de chiffres, c'est beaucoup de planification budgétaire. C'est beaucoup de voyages aussi. Moi, c'est pour ça que ça m'interpelle pas parce que c'est pas facile de concilier famille et travail d'acheteur, là. Voilà. Ensuite, en commerce, on peut travailler plus ce qui est communication, marketing, réseaux sociaux, PR, donc relations publiques. Donc, tout ça, ça peut être comme des domaines connexes qui sont liés à la mode. Puis, tu sais, ça peut être même genre gérant de boutique, des choses comme ça, là. Voilà. Cool! Ben alors, merci d'être venu nous voir aujourd'hui, de venir discuter avec nous du domaine de la mode. Est-ce que tu peux nous dire un peu où est-ce qu'on te retrouve? Oui, ben c'est facile. Gaïa et du Boss, on vend seulement en ligne sur notre site web. On est sur quelques autres répertoires, genre Mon Panier Bleu et Amazon depuis la COVID. Mais sinon, on vend vraiment seulement en ligne. Donc, on n'a pas de boutique puis on fait pas affaire avec d'autres intermédiaires. Donc, c'est au www.gaiaetduboss.com. Puis sinon, on est sur Instagram beaucoup, sur Facebook puis sur YouTube. On a une chaîne YouTube où je fais moi aussi des podcasts puis des vidéos en anglais, vraiment sur la mode durable. Donc, ça s'adresse vraiment aux consommateurs pour apprendre à devenir un meilleur consommateur de mode. J'ai entendu dire que tu avais écrit un livre. Est-ce que tu peux m'en parler un peu plus? Oui, mon livre, il a été publié aux éditions La Presse en octobre dernier, donc en 2019. Ça s'appelle « Pour une garde-robe responsable ». Donc, encore une fois, ça résume ce que je viens de dire au sujet de mon podcast puis de ma chaîne YouTube. C'est vraiment pour outiller le consommateur à faire des choix qui sont plus responsables, plus durables, plus consciencieux quand il en vient à la mode. Puis mon livre, écoute, c'est un tour d'horizon complet de tout ce qu'on doit savoir en tant que consommateur pour faire des meilleurs choix. Puis c'est vraiment un livre qui est pas du tout orienté sur la culpabilité ou le pointer du doigt. C'est vraiment, j'expose les faits, puis j'invite le lecteur à se faire sa propre tête selon ses valeurs, ses préférences, ses objectifs, ses priorités. Voilà, fait que oui, je le recommande vivement pour toute personne qui veut faire un petit changement dans ses habitudes de consommation. Si jamais vous êtes intéressé par le livre de Léonie, on l'a en rayon à la Grande Bibliothèque, ou sinon on peut le retrouver, j'imagine, partout dans n'importe quelle librairie du Québec. Oui, dans toutes les librairies du Québec, là, à moins que ce soit une librairie hyper spécialisée en histoire de je sais pas quoi, là, mais sinon, il est dans les Renaud-Bré, Archambault, tout ça. Là. Ouais. Je te remercie bien gros d'être venu nous voir.
Si jamais vous voulez contacter ou voir un peu ce que Léonie fait, on va mettre toutes ces informations dans la description. Je pense que c'est une bonne idée d'aller l'encourager. Je pense que son message s'accorde vraiment avec celui du Fab Lab qu'on essaie d'avoir au Square. Alors, merci beaucoup. À la prochaine. Merci! Bonne journée! Le Square est un espace de création numérique pour les adolescents du Québec de 13 à 17 ans. Nous avons à votre disposition du matériel de création numérique et du personnel qui peuvent vous aider dans votre cheminement artistique et technologique. Je tiens à vous rappeler que vous pouvez utiliser notre espace physique à la Grande Bibliothèque et nos ressources en ligne au square.bnq.qc.ca. Vous pouvez nous contacter par courriel, Facebook et Instagram, il nous fera plaisir de répondre à vos questions. Toutes nos informations se retrouvent sur notre site web. Merci et à la prochaine!